L'info, on continue sur Al24 News. Merci de nous rejoindre pour le 19h. La suite avec les principaux titres de l'actualité. L'Algérie honore une nouvelle fois à sa façon le droit international et entame sa présidence du Conseil de sécurité. Une nouvelle page dans l'histoire diplomatique du pays qui consacre la prééminence du droit international. Génocide à Gaza, les dernières heures ont été particulièrement pénibles avec un bilan en hausse et des attaques sionistes visant les structures médicales. Le nombre de victimes a atteint ce vendredi 3 janvier les 45 658 martyrs et 108 583 blessés. En France, nouvel incident dans une prison du sud du pays. Un détenu de 37 ans prend plusieurs personnes en otage. Les arrivées de migrants vers les îles Canaries atteignent un nouveau record en 2024. Une situation qui inquiète au plus haut niveau les autorités espagnoles. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu ce vendredi sa première réunion sous la présidence de l'Algérie. Une réunion consacrée à la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Président la 9830e séance, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjamin, n'a pas manqué de saluer les 5 nouveaux membres ayant intégré le Conseil de sécurité. La 9830e séance du Conseil de sécurité est ouverte. Étant entendu qu'il s'agit de la première séance officielle du Conseil de sécurité cette année, qu'il me soit permis de vous transmettre mes meilleurs vœux de bonne année, de les transmettre à tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, à tous les membres des Nations Unies et tous les membres du secrétariat. Alors que je préside cette première réunion officielle du Conseil de sécurité en 2025, j'ai l'honneur d'accueillir les nouveaux membres, que sont le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie. Nous attendons avec intérêt leur participation aux travaux du Conseil de sécurité. Leur expérience, leur sagesse seront un précieux atout dans l'exercice des responsabilités qui incombent au Conseil. Et c'est donc avec une grande fierté, un sentiment d'espoir en faveur de la paix et la sécurité dans le monde que l'Algérie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité durant tout le mois de janvier. La feuille de route de l'Algérie à la présidence de l'organe suprême de l'ONU a été détaillée hier par le représentant permanent de l'Algérie actuel, président du Conseil de sécurité Ammar Benjamin. Les régions arabes et africaines au centre des priorités de la présidence algérienne du Conseil de sécurité. 2 axes se dégagent, la question palestinienne et la lutte contre le terrorisme en Afrique, des dossiers pour lesquels Ammar Benjamin a d'ores et déjà annoncé la tenue de 2 réunions au niveau ministériel durant le mois en cours. Serving as an elected member. Vous servir en tant que membre élu au Conseil de sécurité est un immense privilège, mais aussi une immense responsabilité, alors que les États membres des Nations Unies nous ont fait confiance et nous devons nous montrer à la hauteur. Le monde est confronté à un nombre de défis qui menacent la paix et la sécurité internationale. La situation au Moyen-Orient est hautement préoccupante. Des défis sécuritaires majeurs affectent également d'autres régions, y compris l'Afrique, les Amériques, l'Europe et l'Asie. Il est de notre responsabilité de travailler sans relâche et de manière efficace et de mettre en avant les valeurs du multilatéralisme et de promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. And to promote peace and security all around the world. La présidence algérienne du Conseil de sécurité a été un événement immortalisé hier par la traditionnelle et symbolique cérémonie d'installation du drapeau au niveau de la zone média au siège des Nations Unies à New York. La cérémonie a permis également à 5 nouveaux membres, je le disais, non permanents d'être officiellement introduits
au sein du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans. Il s'agit donc du Danemark, de la Grèce, du Pakistan, du Panama et de la Somalie. Et dans la foulée de cette cérémonie, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a animé hier une conférence de presse au siège des Nations Unies à New York face aux médias internationaux, un exercice qui lui a permis de revenir longuement sur les axes prioritaires et du programme riche prévu pour le mois de janvier. Ammar Benjama est entre autres revenu sur la situation très préoccupante en Palestine, mais également sur les dossiers de la crise en Libye, le dossier sahraoui ou encore la situation en Syrie. Je vous en parlais tantôt, la lutte antiterroriste en Afrique sera l'une des priorités absolues de l'Algérie à la tête du Conseil de sécurité. Forte de son expérience reconnue au niveau international en la matière, le pays tentera de faire avancer la question, une expérience qu'Alger est prête à mettre à la disposition des pays amis, notamment en Afrique. Asma Laïd. Du haut de la tribune des Nations Unies, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a indiqué que l'Algérie fait de la lutte antiterroriste sur le continent africain une priorité absolue. L'événement phare de notre présidence à la lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, l'Algérie et à sa tête le président Abdelmajid Tebboune ont été désignés par l'Afrique comme champion de la lutte antiterroriste. Et nous ne voulons pas que ce phénomène, pour lequel l'Afrique et notamment les pays du Sahel payent un lourd tribut, puisse être absent. Nous souhaitons que les Nations Unies puissent continuer à discuter de la meilleure manière de combattre ce phénomène et puissent organiser une coopération multilatérale pour combattre ce phénomène. Selon le diplomate algérien, l'Algérie a réussi à vaincre le terrorisme, exprimant la disponibilité de l'Algérie à faire profiter les pays du continent de son expérience de lutte contre le terrorisme en respectant les spécificités de chaque pays. Mon pays a réussi à vaincre le terrorisme. Mais le terrorisme existe ailleurs. Et l'Algérie, en tant que pays africain solidaire avec ses pays frères africains, souhaite partager son expérience sur la manière de vaincre le terrorisme, tout en respectant les spécificités de chaque pays. Notre expérience amère pourrait permettre à nombre de pays africains de trouver les meilleures formules de combattre le terrorisme. Ammar Benjama a rappelé à ce propos que le président algérien Abdelmajid Tebboune est le coordonnateur de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les États-Unis, par le biais de leur ambassade à Alger, le Royaume-Uni ou encore l'Union africaine ont félicité l'Algérie à l'occasion de son accession à la présidence du Conseil de sécurité, en lui souhaitant tout le succès possible dans la conduite de cette mission impliquant une grande responsabilité.
La présidence algérienne du Conseil de sécurité, nous en parlons dans l'invité du 19h pour revenir justement ce soir en long et en large sur l'événement de ce mois de janvier en Algérie, mais aussi dans les travées des Nations Unies. J'ai le plaisir d'accueillir Abdelhak Mekki. Vous êtes expert et analyste des questions internationales. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Mekki. Bonsoir, merci de l'invitation. Monsieur Mekki, un moment historique, une tâche lourde et un espoir pour les peuples opprimés. L'Algérie à la tête du Conseil de sécurité, c'est en soi une réalisation à mettre en relief car au-delà de son caractère hautement symbolique, elle vient acter définitivement le retour en force de l'Algérie et de sa diplomatie sur la scène internationale. Oui, tout à fait. Le retour en force, ce que vous appelez le retour en force, en fait, le retour en force de la diplomatie algérienne depuis l'indépendance, parce que en fait, ce retour en force vient du fait aussi que il y a des espoirs qui s'accrochent à la situation de l'Algérie, qui fait que le monde entier, n'oublions pas, d'abord la première grande visite qu'a fait par exemple le président Ben Bella tout en partant de Washington à l'époque, c'est d'aller à Cuba, et que l'on peut aussi aller après avec le président Boumedienne et le pays non aligné, avec l'afro-asiatisme, etc. Donc le combat de l'Algérie, qui est un combat à la fois pour la paix et la sécurité d'un côté, mais aussi pour le développement et le bien-être mondial, si l'on peut dire, donc le maintien de la paix et de la sécurité, fait en sorte que cette présidence-là risque d'être très, très, très animée par le fait qu'elle va multiplier le nombre d'interventions en un mois. Et je pense qu'on aura des ordres du jour beaucoup plus dynamiques qu'ils l'ont été jusqu'à maintenant depuis 2 ans. La feuille de route de l'Algérie en la matière, Abdelhak Mekki, a été détaillée à la fois par le ministre des Affaires étrangères, Hamad Attaf, puis par le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Ammar Benjameh. Elle donnera la primeur à la région arabe et également à l'Afrique. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est de toutes les façons, juste pour rappeler, la présidence de l'Assemblée générale, pour un rappel, par le ministre des Affaires étrangères algérien, a fait pénétrer l'OLP à l'époque à l'intérieur des Nations Unies et lui a fait obtenir à la fois le statut d'observateur. Et évidemment, on peut très très bien faire le lien. Aujourd'hui, la question fondamentale qui s'inscrit dans la politique presque viscérale de l'Algérie, en quelque sorte, c'est-à-dire l'indépendance, un État indépendant palestinien, elle risque de voir le jour justement par la recherche que donne la présidence du Conseil du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le fait de coordonner l'ensemble des 15 membres des Nations Unies, membres du Conseil de sécurité, peut-être pour qu'il n'y ait pas de droit de veto d'un côté, mais aussi qu'il y ait un consensus pour la reconnaissance par les Nations Unies d'un État palestinien, ce qui ouvre la possibilité justement de créer un État respecté et qui va évidemment exiger l'application du droit international, tout le droit international, sans équivoque. Oui. Voilà. Justement, Abdelhak Mekki, la présidence algérienne du Conseil de sécurité risque de marquer l'histoire, justement, vous venez de le dire, car une fois n'est pas coutume, nous aurons un pays dont la tâche sera avant tout de faire régner le droit international bafoué un peu partout dans le monde pour des intérêts souvent exsangues entre puissances internationales. Oui, tout à fait. En fait, nous mettons l'accent sur la question palestinienne parce qu'elle est cruelle aujourd'hui. On doit trouver une solution à la fois politique, internationale, humanitaire et même économique. Donc, il y a les problèmes humanitaires qui se posent au niveau de Gaza, au niveau de toute la Palestine aujourd'hui. Mais néanmoins, il faut dire
que le rôle que doit jouer le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le maintien de la paix et de la sécurité. Et on ne peut pas oublier l'importance justement de la relation entre l'Algérie et la Russie ou l'Union soviétique autrefois pour oublier le conflit de l'Ukraine. Et que là aussi, il y a une recherche intéressante à entamer pour retrouver justement une certaine stabilité à travers le monde, parce qu'il faut dire que à la fois cette situation un peu partout aujourd'hui, le monde vit dans des sanctions qui ne sont pas tout à fait légales, mais que les puissances occidentales ont mis en place et qu'il faut casser justement cet engrenage où aujourd'hui on peut menacer n'importe quel autre pays même quand il s'agit de l'intérêt national, par des sanctions. Et donc, si on arrive à lever déjà les sanctions, on résout la moitié des conflits qui existent actuellement. Abdelhak Mekki, d'autres dossiers, bien entendu, seront pris en charge lors de cette présidence algérienne du Conseil de sécurité, à savoir le conflit au Sahara occidental, la crise en Libye ou également la situation en Syrie. Quelle sera la marge de manœuvre, d'après vous, de l'Algérie pour faire avancer les choses dans le bon sens par rapport à ces dossiers? Écoutez, la question, c'est que d'abord, il faut que l'on tienne compte de ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire le monde dans son ensemble, dans les relations internationales jusqu'à maintenant, tous les États du monde sur la question de la Libye, comme sur la question du Sahel, comme sur la question du Sahara occidental, a laissé l'Algérie justement agir de façon à trouver des solutions ici et là. N'oublions pas que, par exemple, nous avons été engagés dans la solution au Sahel et notamment au Mali, et que les relations continuent justement entre la région du Sahel et le gouvernement algérien. Mais d'un autre côté, nous avons également joué un rôle de médiation avec les frères libyens, de façon à trouver l'unité libyenne, etc. Comme nous pouvons jouer également un rôle auprès de nos frères syriens aujourd'hui, qui sont un peu déstabilisés par tout ce qui se passe depuis quelques années, et trouver une solution de paix. Il est clair que aujourd'hui, si l'on veut, l'Algérie est confrontée, en tant que président du Conseil des Nations Unies de sécurité, elle est confrontée à la nécessité de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Et que ce principe exige, ou plutôt impose, une certaine, dextérité diplomatique que possède l'Algérie par son expérience, dextérité diplomatique pour que le monde s'assagisse un petit peu, parce qu'il manque un peu de sagesse depuis quelque temps. Et donc, aussi bien au Moyen-Orient, en Afrique, que dans les pays européens et les pays développés. Il y a une question qui reste quand même rattachée, mais pas tout à fait c'est la question du développement et donc de l'équilibre entre les nations, c'est-à-dire dans la représentativité, que l'Algérie a souvent, en tous les cas, critiqué telle qu'elle se déroule actuellement, mais qu'elle a fait déjà des propositions, et en espérant que ce thème entre également ce mois-ci dans les débats du Conseil de sécurité, qui lui doit absolument subir une certaine réforme pour, en tous les cas, maintenir l'égalité et des États d'une part, mais en même temps ce qui permet de maintenir aussi la sécurité et la paix entre les nations. Abdelhak Mekki, l'autre grand axe que défendra l'Algérie durant sa présidence du Conseil de sécurité est la lutte anti-terroriste. Qui d'autre que l'Algérie peut se targuer d'avoir la légitimité nécessaire et suffisante pour faire justement avancer ce dossier dans la bonne voie? Il suffit simplement
se souvenir en tous les cas tout ce qui a été dit sur le plan international au moment où l'Algérie avait vécu un moment très difficile dans les années 90, c'est que tout le monde a su l'efficacité par laquelle et a même salué l'efficacité par laquelle l'Algérie a résolu le problème seul, il faut bien le préciser, seul, son problème, le problème de terrorisme, et qu'elle a su aussi en même temps faire la moussalaha, c'est-à-dire en fait retrouver une nation équilibrée qui pourrait voir son développement, son bien-être devant elle, etc. Et donc cette expérience, elle a été louée bien avant qu'on soit au sein du Conseil de sécurité, mais ce qui va nous donner, ou plutôt donner à notre représentant, c'est Boujama, plus de poids, de façon à pouvoir justement imposer ce dialogue qui est autorisé par le fait d'être président, d'organiser une conférence de haute importance sur la question du terrorisme dans le monde, et particulièrement dans les pays africains et les pays du Moyen-Orient, mais en même temps de parler de la nécessité de la paix et de la sécurité, passant par le développement économique et social de tous les États et de toutes les nations. Maki, nous l'avons vu tout au long de ce génocide en Palestine depuis le 7 octobre 2023 et cette question du cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité est un organe dans lequel subsiste beaucoup de résistance entre puissances. Justement, quels sont les outils dont dispose l'Algérie aujourd'hui pour décompter la situation durant ce mois de janvier où elle présidera l'organe suprême des Nations Unies? Écoutez, juste rappel pour le public. En fait, en réalité, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont contraignantes pour la plupart du temps. Donc, ça veut dire qu'elles sont applicables. La question qui se pose, et pas simplement au Conseil de sécurité, mais également à l'ONU dans son ensemble, à tous les organes, c'est que, à mon avis, je donne mon avis, c'est que, en fait, l'organisation qui a été décidée après 1945, donc au moment de la fondation des Nations Unies, a tenu compte des réalités de l'époque. Et que, de ce fait, évidemment, on a créé un système qui permet aux grands de ce monde de maintenir la sécurité. Il faut dire, les Nations Unies ont su, en tous les cas, malgré tout, cette organisation, maintenir la paix et la sécurité, et puis engager en tous les cas une politique en faveur des pays nouvellement indépendants, etc. Donc il y a des résultats probants, contrairement à ceux qui veulent toujours diminuer de l'importance des Nations Unies. À mon avis, la question de rajout de membres, c'est-à-dire qu'on passe de 15 à 25 ou à 30 ou à 45, ne résout pas réellement tout le problème. Pourquoi? Parce que nous avons une difficulté au sein des nations, en ce qui concerne en tous les cas les Nations Unies, c'est que le législateur, celui qui prend les résolutions et l'exécutant sont le même, c'est les États, puisque les Nations Unies ne se préoccupent que des relations interétatiques. Et que de ce fait, c'est l'État qui prend les résolutions, qui doit appliquer la résolution, et très souvent, c'est les États qui ne l'appliquent pas, ou en tous les cas trouvent le moyen de contourner ces résolutions. À mon avis, et ça c'est une question qui est posée depuis plus de 50 ans, j'y ai participé un petit peu dans les années 70, mais il y a de grandes sommités comme monsieur le professeur Virali, comme monsieur Georges Abissab, de grands juristes, comme Rousseau également, de grands professeurs de droit, Guggenheim, qui ont posé la problématique des Nations Unies réelle de façon qu'elle soit efficace. C'est que les résolutions des Nations Unies ne sont pas reconnues comme un sujet de droit international. Pas comme, par exemple, les traités multilatéraux, et donc, ou comme les actes uniques. Et donc, il va falloir plutôt travailler dans ce sens, de façon que les résolutions deviennent une source du droit international, et après cela, elles deviennent applicables in extenso, sans qu'il y ait de discussion autour. Parce que c'est ça le gros problème. Après, bon, il y a la question de résoudre
puisque vous me posez la question sur les réformes, de résoudre le problème du droit de veto. Et il faut savoir que, par exemple, une abstention au sein des Nations Unies n'annule pas la décision, c'est-à-dire la résolution. Mais par contre, le droit de veto peut tout bloquer, c'est-à-dire il la rend plus que nulle et non avenue, cette résolution. Oui. Et donc, il va falloir trouver un équilibre pour ça. Ou alors trouver un schéma, à mon avis, enfin, ma proposition serait de créer un Parlement mondial et donc où le Conseil de sécurité devient l'organe d'exécution uniquement de cet organe-là. Et donc, c'est-à-dire l'équivalent d'une Assemblée nationale avec l'exécutif. Et donc, on arriverait à une meilleure gestion, à mon avis, des relations internationales et des difficultés du monde dans son ensemble. Du reste, c'est ce que réclament plus ou moins et la Chine et la Russie depuis quelque temps quand ils parlent d'un monde multilatéral. Donc un ordre multilatéral devrait évidemment reconnaître à chacun la possibilité de prendre part à l'ordre mondial. Et non, pas simplement parce que financièrement, mais aussi politiquement parlant. Abdelhak Mekki, nul doute que la présidence de l'Algérie du Conseil de sécurité fera du bien au droit international. Le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé tout récemment l'attachement de l'Algérie à ce même droit international. Néanmoins, l'Algérie plaide pour une réforme du Conseil de sécurité, comme vous venez de l'aborder. Pensez-vous que l'action de l'Algérie durant ce mois de présidence lui permettra de faire avancer la question et montrer la voie à suivre, notamment afin de réparer l'injustice historique à l'endroit du continent africain, en travaillant à lui obtenir un siège de membre permanent au sein de ce même Conseil de sécurité? Écoutez, comme dans ma petite vie, j'ai pu voyager à travers le monde, à chaque fois où j'étais dans une région, l'Algérie représentait justement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire toujours le succès diplomatique sur le plan international. Parce qu'elle a été toujours... je tiens juste à donner un point important à mes yeux, duquel l'Algérie avait adhéré sans difficulté dès 1972, c'est le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que c'est déjà un pays qui aurait pu avoir l'aventure qu'ont eu certains autres États, mais qui a eu cette sagesse de dire « nous ne voulons pas l'arme nucléaire comme une arme qui menace le monde ». Et donc, tout cela, comme j'ai fait en plus l'Institut des hautes études internationales, ça je peux vous dire, à chaque fois, l'Algérie, elle a été, en tous les cas, saluée pour sa diplomatie et surtout sa façon d'entrevoir les relations internationales comme des relations évidemment qui maintiennent la paix et la sécurité en permanence. Malheureusement, nous avons eu une mauvaise expérience dans les années 90 parce qu'on s'est trouvé tout seul, mais on a su même, avec cette solitude, n'est-ce pas, dire au monde, voilà, il y a des solutions et voilà comment on peut les régler aujourd'hui, même dans la question du terrorisme. Et je pense que l'Algérie va justement marquer par cette conférence, puisque c'est le fait qu'elle soit présidente, la conférence au sommet sur le terrorisme, et je pense que là, elle va montrer justement toute l'efficacité de sa diplomatie et surtout de la sagesse de ses dirigeants politiques. Abdelhak Mekki, expert et analyste des questions internationales, merci pour ces éclairages et à très bientôt. À bientôt, merci pour vous. Allez, sans plus tarder, l'actualité en Palestine. L'autre actualité de ce 19h, c'est bien entendu le génocide sioniste à Gaza qui se poursuit pour le 454e jour consécutif avec un bilan toujours en hausse. Il a atteint ce vendredi 3 janvier
la barre des 45 658 martyrs et 108 583 blessés selon les autorités palestiniennes de la santé. Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 8 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 77 martyrs et 145 blessés. Une frappe de l'armée sioniste sur des civils palestiniens dans la région de Choujaïa a fait au moins 7 martyrs et plusieurs blessés. Un bilan provisoire. L'attaque en question a eu lieu au quartier de Seyed Ali. Les victimes, parmi eux des enfants, ont été transportées à l'hôpital de Gaza. Et pas moins de 4 martyrs palestiniens sont tombés, tandis que d'autres ont été grièvement blessés ce vendredi dans des bombardements de l'armée sioniste sur les villes de Gaza et de Deir el-Balah. Les avions de combat de l'armée d'occupation visaient avec des missiles un entrepôt abritant des personnes déplacées à l'est de Deir el-Balah, faisant au moins 2 martyrs et plusieurs blessés. 2 autres Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement des forces d'occupation ayant visé un groupe de personnes au sud-ouest de la ville de Gaza. Et une frappe de l'armée d'occupation sur le camp de réfugiés d'El Marazi a également fait plusieurs martyrs et blessés. Au lendemain de ce massacre, des Palestiniens se sont rendus sur place pour inspecter les lieux et rechercher d'éventuels blessés ou survivants sous les décombres, comme le montrent ces images. C'est un acte de vengeance contre les civils. Comme vous pouvez le constater, des enfants, des personnes âgées et des femmes ont été tués. Ils ont détruit tout ce qui bouge sur cette terre, même les arbres. Alors qu'en est-il des gens? C'est une guerre d'extermination, sans aucun avertissement ni menace. Et nous en parlions à l'ouverture de ce journal. La situation à Gaza et en Palestine était une nouvelle fois sur la table du Conseil de sécurité aujourd'hui. Par le biais de son représentant permanent et président du Conseil, Ammar Benjama, l'Algérie a dénoncé les violations par l'entité sioniste du droit international et qui se poursuivent pour la 2e année consécutive à Gaza. En tête de ces violations, Ammar Benjama a pointé du doigt les attaques réitérées de l'armée d'occupation contre les hôpitaux de Gaza. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 53% des hôpitaux à Gaza sont désormais hors service. Sur les 138 centres de santé primaires, seuls 6 à peine, restent pleinement fonctionnels. 130 ambulances ont été endommagées. Plus de 14 000 patientes et patients ont besoin d'une évacuation médicale d'urgence vers l'étranger. Et plus de 1000 membres du personnel de santé ont été tués. Des centaines de travailleurs sanitaires ont aussi été faits prisonniers par les autorités israéliennes. Il y a une semaine, le 27 décembre, après plus de 3 mois de siège et après des attaques répétées non loin de la zone, les forces occupantes israéliennes ont enfin envahi l'hôpital Kamal Adwan. Des ONG signalent des cas de torture, de torture et de traitement abusif. L'ONU affirme que plusieurs médecins sont morts alors qu'ils étaient prisonniers d'Israël. Ce ne sont que quelques exemples, parmi d'autres, qui illustrent très bien le démantèlement systématique
des installations de santé à Gaza. Ce que nous observons à Gaza, c'est un mépris total de l'état de droit. Et de son côté, le haut-commissaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a dénoncé les attaques systématiques de l'entité sioniste contre les hôpitaux de Gaza en insistant sur la destruction méthodiquement orchestrée de l'hôpital Kamal Adwan, dernière structure médicale en service au nord de l'enclave palestinienne. Le personnel médical, les ambulances, les hôpitaux perdent leur protection spécifique et deviennent des cibles militaires. Les attaques contre ces installations doivent malgré tout respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Les opérations militaires doivent toujours établir un distinguo entre cibles militaires et civiles. L'utilisation d'armes lourdes contre les hôpitaux va à l'encontre de ce principe même. L'incapacité de respecter ces principes représentent une atteinte au droit humanitaire international. Cibler délibérément des hôpitaux, des installations où sont traités les malades et les blessés représente un crime de guerre. Ce ne sont pas des objectifs militaires. Dans certaines circonstances, la destruction délibérée de centres de santé est une forme de châtiment collectif qui pourrait être constitutif de crimes de guerre. Et si cela se passe dans le cadre d'attaques systématiques contre une population civile, ces crimes sont constitutifs de crimes contre l'humanité. Dans la plupart des cas, Israël affirme que les hôpitaux sont utilisés à des fins malveillantes par les groupes armés palestiniens. Je viens de recevoir une lettre de l'ambassadeur d'Israël qui affirme que l'hôpital Kamal Adwan était militarisé par le Hamas et que les forces israéliennes avaient dû prendre des mesures extraordinaires afin de protéger la vie des civils en se basant sur des renseignements crédibles. Or, Israël n'a pas donné suffisamment d'informations permettant d'étayer ces affirmations souvent vagues qui parfois sont contredites par l'information publiquement disponible. Si ces allégations venaient à être avérées, cela soulèverait de très vives préoccupations quant au fait que les groupes armés palestiniens utiliseraient la présence de civils de façon délibérée pour se protéger d'attaques, ce qui équivaudrait également à un crime de guerre. Voilà pourquoi j'appelle de mes vœux une enquête indépendante, approfondie, transparente sur toutes les attaques israéliennes contre les hôpitaux, les infrastructures sanitaires et le personnel médical. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a indiqué que les autorités de l'occupation sioniste continuent d'interdire aux médias internationaux d'accéder à Gaza, ravagée, je le rappelle, par 15 mois d'agression génocidaire. Tout au long de l'année 2024, l'UNRWA a continué de fournir des informations et des témoignages de première main sur l'impact humanitaire de la guerre sioniste sur les civils, a souligné l'UNRWA dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Et le patron de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, Philippe Lazzarini, a de nouveau souligné la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza. Il a averti dans une déclaration publiée jeudi soir sur les réseaux sociaux que chaque jour sans cessez-le-feu apportera davantage de tragédies. Soulignons qu'aucun endroit ni personne à Gaza n'est en sécurité depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza le 7 octobre 2023. Les agressions sionistes contre le droit à la santé des Palestiniens atteignent des sommets d'impunité, dénonciation faite jeudi par 2 rapporteurs spéciaux de l'ONU après le raid sioniste contre l'hôpital Kamal Adwan et l'arrestation de son directeur. La rapporteure sur la situation dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Francesca Albanese, qui a accusé à maintes fois l'entité sioniste de génocide à Gaza, et la rapporteure sur le droit à la santé physique et mentale, Tlaleng Mofokeng, appelle à mettre fin au mépris flagrant du droit à la santé à Gaza suite au raid de la semaine dernière sur l'hôpital Kamal Adwan et à l'arrestation, je le disais donc, et la détention arbitraire de son directeur, le docteur Hussam Abou Safiya.
La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a appelé jeudi l'entité sioniste à autoriser ses équipes à entrer dans la bande de Gaza suite à des informations faisant état de nouveau-nés morts d'hypothermie à cause du froid glacial qui accompagne les nuits difficiles que passent les déplacés réfugiés palestiniens dans des tentes de fortune un peu partout à Gaza. Et le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple tunisien a exprimé jeudi sa profonde préoccupation face aux conditions difficiles et inhumaines auxquelles fait face le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le bureau a entre autres fermement dénoncé la poursuite des atrocités et le déplacement forcé des innocents sans défense sous les yeux du monde entier, et un silence international également inquiétant. Le porte-parole du gouvernement irakien, Bassam al-Awadi, a dénoncé l'attaque commise par l'occupant sioniste contre un campement de tentes abritant des familles déplacées dans la région d'El-Mawasi, au sud de Khan Younes, estimant que ce nouveau crime s'inscrit dans le cadre des violations massives continues par l'entité sioniste du droit international. Et toujours au sujet des conditions de vie inhumaines des Palestiniens à Gaza, l'Organisation internationale pour les migrations s'est dit profondément alarmée par l'impact dévastateur des pluies sur les Palestiniens déplacés à Gaza, appelant à un cessez-le-feu pour permettre l'acheminement sûr et immédiat d'une aide vitale à ceux qui en ont désespérément besoin. Et pas loin de Gaza, le Liban continue de faire les frais de l'escalade sioniste dans la région. Les forces armées sionistes ont lancé vendredi de nouvelles frappes dans le sud du pays pendant la nuit, en violation du cessez-le-feu instauré le 27 novembre dernier, selon les médias locaux. L'agence nationale de presse libanaise a en effet affirmé que les forces sionistes ont mené une opération de bombardement près de la ville de Beni Hayyan, exactement à minuit. Liban, toujours parlant résistance cette fois-ci, des partisans du Hezbollah ont tenu une manifestation de soutien au parti libanais devant l'ambassade iranienne à Beyrouth. Les participants à cette manifestation ont réaffirmé leur attachement à Hezbollah et également à l'Iran. Je n'ai aucun problème à sacrifier mon âme, mon père, ma mère, ma sœur, mon frère, mon honneur et mon argent pour le bien de l'Iran. Ce n'est pas l'aéroport de Tel Aviv, c'est l'aéroport du Hezbollah, même si tout le monde désapprouve cela. Et le front de la résistance antisioniste s'exprime également depuis le Yémen. Les Houthis affirment avoir tiré un missile balistique et ciblé l'entité sioniste avec un drone au niveau de la centrale électrique dans les territoires occupés de Jaffa. Les forces armées yéménites ont menacé une opération militaire spécifique visant le central électrique de l'ennemi israélien à l'est de la zone occupée de Jaffa, à l'aide d'un missile balistique hypersonique de type Palestine 2. Le missile a atteint sa cible avec précision. La section drone des forces armées yéménites a également mené une opération militaire visant un objet militaire de l'ennemi israélien dans la zone occupée de Jaffa. À l'aide d'un drone de type Jaffa, l'opération a atteint son objectif avec succès. Les frappes de l'entité sioniste se poursuivent également en Syrie. Elles visent entre autres des points stratégiques, en l'occurrence des dépôts de munitions et d'armes. L'actualité du 19h se poursuit avec le continent africain.
direction le Ghana et à quelques jours seulement avant de quitter le pouvoir à la suite de 2 mandats successifs à la tête du pays, le président Nana Akufo-Addo a déclaré dans son dernier discours sur l'état de la nation prononcé devant le Parlement ghanéen qu'il est heureux de transmettre un Ghana sûr, sécurisé, unifié et ancré dans sa culture familiale en raison de son attachement aux principes démocratiques. Écoutons-le. Je suis fier d'avoir approuvé l'exemption de visa au Ghana pour tous les détenteurs de passeports africains, avec effet au début de cette année. Il s'agit de la suite logique de la zone de libre-échange continentale africaine et du fonctionnement de plus grands blocs commerciaux du monde. Je suis heureux de transmettre un Ghana sûr, unifié et ancré dans sa culture familiale en raison de son attachement aux principes démocratiques et au respect de l'état de droit. Une nation qui continue de briller comme un phare de paix et de stabilité dans une Afrique souvent troublée et un monde incertain. Direction les États-Unis, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné jeudi l'attaque survenue à la ville américaine de la Nouvelle-Orléans qui a fait plusieurs morts et blessés. Le secrétaire général condamne fermement l'attaque survenue à la Nouvelle-Orléans où un conducteur a percuté une foule rassemblée pour célébrer le Nouvel An, tuant au moins 15 personnes et en blessant plus de 30 autres, a déclaré en effet sa porte-parole adjointe, Florencia Sotonino Martinez. Toujours aux États-Unis, le crash d'un petit avion en Californie a fait au moins 2 morts. L'appareil s'est écrasé sur une usine et a fait plusieurs blessés. Également dans l'ouest des États-Unis, donc le crash a eu lieu près de l'aéroport municipal de Fullerton, une petite ville située à environ 40 km au sud-est de Los Angeles. Et en France, je vous le disais, on titre, un détenu a pris en otage plusieurs membres du personnel à la prison d'Arles ce vendredi. Le forcené a fini par se rendre en milieu d'après-midi après 5 heures de négociations, sans faire 2 blessés. 4 membres du personnel médical de la prison ainsi qu'un surveillant ont été retenus. Un incident qui vient relancer le débat autour de l'insécurité et la surpopulation au milieu carcéral. En France, un mal endémique qui ronge le pays depuis plusieurs années. Pourquoi parler de colère? C'est pas de la colère, nous dénonçons systématiquement. La colère, c'est trop facile. La colère, on la laisse aux détenus. Nous sommes des gens professionnels. Nous revendiquons systématiquement et nous demandons encore actuellement à M. Darmanin de prendre aussi, avec toutes les mesures qu'il a faites, de mettre en place au niveau des cas psychiatriques, que ces détenus soient placés dans des établissements psychiatriques et pas dans des établissements pénitentiaires qui ne peuvent pas les accueillir. Dedans, il y a des circonstances défavorables, c'est catastrophique à l'intérieur. On a déjà eu des soucis parce que son mari, il s'est déjà passé des choses et qu'on a appelé les pompiers pour qu'ils viennent. Ils nous ont dit que c'était à la prison d'appeler, sauf que la prison n'a jamais voulu appeler. Il était blessé, etc. Et que souvent ils perdent des choses, donc comme les colis de Noël, les colis d'habits, etc. C'est toujours pareil. Et voilà, donc en fait ça s'arrêtera jamais parce qu'à l'intérieur, les détenus en soi, ils sont pas bien. C'est pas des conditions c'est pas de bonnes conditions dans lesquelles ils sont. Donc voilà, après je ne conçois pas la prise d'otage que le détenu est en train de faire actuellement. Mais après on n'est pas à sa place non plus, donc si il s'est permis de faire ça aujourd'hui, c'est que vraiment je pense qu'il était à bout et que je parle pas forcément de la prison en soi, mais je parle du personnel. Du personnel de la prison, je parle pas de tous les membres du personnel, mais la plupart c'est des conditions catastrophiques, vraiment. Le nombre de migrants clandestins arrivés en 2024 dans l'archipel espagnol des Canaries, l'une des principales voies d'entrée en Europe, notamment via les côtes marocaines, a atteint le record historique de 46 843 en hausse de plus
de 17% sur un an, selon les données publiées jeudi par le ministère de l'Intérieur espagnol. Pour l'ensemble de l'Espagne, 63 970 migrants sont arrivés illégalement par voie terrestre ou maritime, contre 56 852 en 2023, d'après la même source. Les boîtes noires de l'avion de l'Azerbaïdjan Airlines qui s'est écrasé la semaine dernière au Kazakhstan, souvenez-vous, faisant 38 martyrs, sont en cours. L'examen a lieu au Brésil. Selon une annonce faite par les autorités, l'armée brésilienne a indiqué que l'extraction, l'acquisition et la validation des données contenues dans les enregistreurs auront lieu dans les plus brefs délais. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différentes plateformes web. L'actualité continue sur Al24 News. À très bientôt.